Éric Martel, bonjour. Bonjour. Centrale de Beauharnois, qui est une des plus importantes de votre réseau, dans le fond, ici. Là. Absolument. C'est une centrale historique, construite pendant la dernière crise économique en 29, dans les années 29, alors avec des moyens plus rudimentaires que ce qu'on a aujourd'hui, mais qui est une centrale importante parce qu'elle nous permet, la majorité de l'électricité produite ici, presque tout, est exportée à l'extérieur de la province. Bon, l'exportation, on va en parler dans une seconde, mais d'abord, dans les premiers cours d'économie, ce qu'on apprend là, quand on est étudiant à l'université, c'est quand il y a une situation de surplus, quand l'offre dépasse la demande, les prix baissent. Oui. Vous, ça fait 2 ans, vous augmentez, c'est presque 7 en 2 ans. Pourquoi cette loi-là, ça ne fonctionne pas pour Hydro-Québec? D'accord, c'est une excellente question. Voyez-vous, les prévisions d'énergie, de demande, de besoins énergétiques du Québec en électricité sont faites très longtemps à l'avance. Les besoins ont été faits peut-être il y a 10-15 ans. Moi, je travaille sur un plan stratégique avec mon équipe présentement. Là, on est en train de reparler de l'année 2035, jusqu'à 2035. Alors, pour nous, c'est important de comprendre ça parce que c'est des décisions à long terme. Alors, on a des surplus énergétiques aujourd'hui parce qu'il y a eu une crise économique en 2008 qui a fait qu'on a eu un ralentissement de notre croissance en demande énergétique. Alors, on s'est ramassé avec des surplus. Pour répondre à votre question, c'est clair que ces surplus-là, aujourd'hui, nous, on doit, si on ne les consomme pas, ça devient problématique. On doit trouver des moyens de les consommer le plus possible. Et, exemple, l'exportation, c'est important. Alors, on réussit à les vendre à l'exportation le plus possible. Mais les surplus, pourquoi ils n'occasionnent pas une baisse de prix, comme dans un marché libre? Parce que les surplus sont établis. Vous savez, on travaille avec la Régie de l'énergie pour établir nos tarifs selon nos dépenses, nos coûts. Alors, c'est une fonction mathématique très, très simple. On additionne nos coûts et nos coûts, évidemment, ça devient... Pour garder un rendement. Pour garder un rendement, c'est ça. Pour envoyer de l'argent à Québec, là, essentiellement. Bien, absolument. On est, notre actionnaire principal, c'est le gouvernement du Québec. Alors, on verse un dividende important. Ce dividende-là, j'aime ça rappeler des fois aussi qu'il est redistribué, parce qu'il va servir à payer des infirmières, des livres dans les écoles. Et c'est le dividende qui est très important qu'on verse. Les tarifs ont donc augmenté, de façon moins importante cette année, mais dans les prochaines années, c'est quoi vos prévisions de hausse de tarifs pour les gens? C'est la première question que les gens nous posent. Non, absolument, c'est une question importante. Notre souhait, puis l'engagement que j'ai pris quand je suis rentré en poste, c'est de s'assurer qu'on allait suivre, avoir des croissances raisonnables, des augmentations de tarifs raisonnables, aux alentours de l'inflation. Alors ça, c'est important. Et l'électricité, il faut rappeler, historiquement, on a réussi à faire ça. Si vous retournez en 1963, que vous prenez 100 $ d'électricité, aujourd'hui, ce 100 $-là vaut à peu près 7,50. Il a suivi parfaitement l'inflation. Le gaz naturel est à 1500 et le mazout, le pétrole, est à 2500. Okay. Alors, on a réussi à suivre l'inflation normale pendant plusieurs années. Bon, M. Martel, vous le dites, on produit trop d'électricité pour la demande. Oui. Mais en même temps, vous êtes pris avec des contrats, article il y a 2 jours encore. Oui. Vous payez pour 1 milliard de dollars parce que vous êtes pris avec des contrats qui ont été signés avant chez des petits producteurs, les éoliennes qui tournent un peu pour rien. Est-ce que c'est 1 milliard qu'on jette dans l'eau ou quoi? C'est gaspillé? Bien, écoutez, ces prévisions-là, comme je vous disais tantôt, c'est du long terme. Quand ils ont été faites au début des années 2000, probablement, on a dit, on a besoin de croissance, alors il faut acheter de l'électricité. Ce qui faisait plein de sens d'acheter de l'énergie éolienne à ce moment-là, parce que c'était compétitif versus construire un nouveau barrage. Et là, il est arrivé ce que je vous ai dit, on avait des contrats, des obligations fermes. Alors là, on a des surplus de ça. On est pris avec ces contrats-là. Mais ce qui est important pour nous... On achète de l'électricité dont on n'a pas besoin. Bien, on ne le gaspille pas parce qu'on ramasse l'eau dans les barrages, on essaie de l'exporter rapidement. Et d'ailleurs, c'est pour ça que dans notre stratégie, on regarde des moyens de croître. On va construire des routes pour accélérer l'exportation vers les États-Unis. Bon. Et on va se donner des moyens d'utiliser cette énergie-là efficacement. Mais juste peut-être un dernier point là-dessus. Ce qui est important pour nous, c'est de s'assurer qu'à long terme, les nouvelles prévisions qu'on fait, qu'on ne va pas se mettre dans cette situation-là. Alors, ça serait très peu probable qu'on demande en langage populaire, d'acheter plus d'énergie. Vous êtes pogné avec ces contrats-là qui ont été signés. On a ces surplus-là. Et le gouvernement voulait pousser l'éolien à l'époque pour créer des jobs. Mais c'était pas économiquement l'affaire la plus logique. Bien, il y avait plein de bonnes raisons pour le faire dans une situation où on avait de la croissance. Alors, ce qui est important, c'est d'acheter quelque chose qu'on a de besoin. Là, on se ramasse dans une situation où on dit que nos prévisions n'étaient pas justes, on n'en a pas besoin. Moi, dans le futur, on va s'assurer qu'on achète ce qu'on a de besoin. Vous dites qu'il faut exporter. Là, il y a la Nouvelle-Angleterre. Vous êtes en liste pour un très gros contrat. Absolument. New York, on veut continuer à vendre. Oui. L'Ontario. Donc, ça va prendre plus de ces lignes-là. Il faut de la sortir, l'électricité. Absolument. Comment on fait, là? C'est quoi votre plan? Puis est-ce que les gens sont prêts à avoir plus de pylônes, plus de lignes? Dans notre stratégie de croissance, on a un plan précis sur lequel on travaille présentement. On travaille avec l'Ontario, on travaille avec New York, la Nouvelle-Angleterre,
pour amener plus d'autoroutes pour l'électricité, je pourrais dire, vers le sud ou vers l'ouest pour vendre nos surplus d'énergie. Alors, on en a. On n'a pas suffisamment de puissance au Québec. On a des restrictions de puissance à des moments de pointe, mais par contre, on a de l'énergie à plusieurs moments dans la journée qu'on peut vendre. Alors là, notre stratégie, c'est qu'on est très, très proche de la Nouvelle-Angleterre, très, très proche de New York. Alors moi, j'ai eu plusieurs discussions déjà depuis mon arrivée, là, il y a seulement 90 jours, avec des partenaires américains en Ontario pour voir comment tout ça peut prendre forme. Alors là, on doit procéder rapidement. Il faut construire ces autoroutes-là. Ça prend quand même quelques années, mais rapidement, ça nous donne une belle opportunité pour le futur. C'est quoi? Donnez-moi un peu plus de détails, là. Comme si le gros contrat était signé avec la Nouvelle-Angleterre, notre interconnexion, notre ligne va être prête quand? En 2019. En 2019, on commencerait à exporter de l'énergie, donc on parle d'environ 4 ans. Et est-ce que vous voulez aussi, par exemple, racheter des réseaux dans d'autres pays? Hydro-Québec International, ça a déjà été important, il n'y en a plus. Moi, c'est clair que mon constat, quand j'arrive en poste, si Hydro-Québec veut continuer de garder les tarifs les plus bas en Amérique du Nord et veut continuer de livrer un dividende qui est important pour la nation québécoise. Vous êtes la vache à lait du gouvernement. Bien, c'est clair qu'on contribue de façon importante. Alors, on doit s'assurer de croître Hydro-Québec. Un des moyens, on vient d'en parler, c'est l'exportation. L'autre moyen, ça serait une expansion à l'international. Exemple, on a déjà été propriétaire du réseau électrique au Chili. On a très bien fait. On l'a remis en ordre, on l'a revendu. On a fait un gros profit d'ailleurs quand on l'a vendu, près d'1 milliard de dollars à l'époque. Tout le monde au Québec était content de ça, mais c'est des choses qu'on pourrait faire pour aider la... Est-ce que vous jetez, comme on dit, est-ce qu'il y a vous visez d'acheter des réseaux actuellement à l'étranger? Présentement, on n'est pas rendu là. On est dans une analyse là, de définir les critères. Qu'est-ce qui pourrait être une cible pour nous d'achat? Alors là, on est là-dessus. On est en train de regarder un peu, faire un échantillonnage de certains endroits. On ne se limite pas trop présentement, mais on a des critères aussi qui sont importants. On pourrait redevenir propriétaire de réseau. On pourrait. C'est quelque chose qu'on considère dans notre nouveau plan stratégique. Vous êtes arrivé en poste il y a 90 jours. Vous avez dit la transparence, c'est important. Qu'est-ce qui a changé et qu'est-ce qui va changer? Parce que souvent, on vous reproche à Hydro-Québec, quand ça va pas bien, il n'y a plus personne pour nous parler. C'est l'État dans l'État. Vous avez beaucoup entendu parler. Qu'est-ce que concrètement vous allez faire? C'est très, très clair depuis mon arrivée que j'ai travaillé avec l'équipe à leur dire, OK, à donner on s'est pris des consignes, des nouvelles consignes. Exemple, si on a des demandes d'information, notre intention, c'est toujours de dire oui et de donner l'information. Ça peut arriver qu'on a des restrictions. C'est nouveau. On a pris ça il y a quelques mois à mon arrivée. Et on note ça. Là. On note ça. Non, c'est vrai. On va vous rappeler. Quand ça va mal, on va être là pour répondre aux questions. C'est le temps le plus important pour Hydro-Québec de sortir. Quand il y a des questions difficiles, etc., d'après moi, une des pires choses qu'on pourrait faire Hydro-Québec, c'est de se cacher et de cesser de répondre. Alors, on va aller sur la place publique. Ça fait partie de mon mandat. Moi, je vais faire ça avec mon équipe et on va répondre aux questions. Mais on veut être transparent, on veut être accessible, on veut être humble, on veut expliquer notre compagnie qui est excellente. Service à la clientèle, vous avez dit que c'était une de vos priorités. Temps d'attente pour les gens qui vous appellent, les gens qui veulent se débrancher, se brancher encore. Oui. Il y a beaucoup de gens qui se plaignent. C'est quoi votre stratégie? Qu'est-ce que vous allez faire? OK. Depuis mon arrivée, là, j'ai passé beaucoup de temps avec mes gens, exemple au centre d'appel. On s'est posé la question, pourquoi ça prend du temps à certains moments dans la journée que quelqu'un va attendre 30-35 minutes en ligne? C'est inacceptable. Bon. Alors pour moi, là, on doit faire quelque chose pour changer ça. On est en train de revoir comment on va organiser notre travail, comment on va simplifier les choses, comment on va mettre en ligne plus de possibilités pour les clients de faire eux-mêmes. Les gens qui nous écoutent vont voir le changement quand? Bien, ce changement-là commence à prendre forme présentement. On vient déjà de mettre en ligne des nouveaux outils, OK, qui vont permettre aux gens de faire des transactions par eux, même pas besoin d'appeler, et c'est très populaire. Alors, on est très heureux de ça. Déjà, les gens, la nouvelle génération, et même d'autres personnes s'y intéressent beaucoup. Mais nous, on veut s'assurer que quand quelqu'un appelle à Hydro-Québec, on est efficace. On répond rapidement. On a des gens compétents au bout du fil qui vont répondre aux questions. Vous parliez aussi, les installations. C'est un autre point important où on a été critiqué. On veut s'assurer que quand quelqu'un dit « moi, je vais déplacer mon poteau pour installer mon nouveau cabanon », qu'on soit rapide, qu'on intervienne rapidement et qu'on soit capable d'être précis. Le temps file comme l'eau. M. Martel, très rapidement, des petites questions en rafale. Est-ce que les bornes pour les voitures électriques, il y en a combien d'abord, puis il y en aura combien dans 1 an ou dans 2 ans? On en a 490 de déployés dans tout le Québec. Alors, on arrive à 500 bientôt. À la fin de l'an 2016, donc très bientôt, là, dans 1 an et demi, environ même pas 1 an et demi, un peu plus d'1 an, on va en avoir 800. Alors nous, on suit la cadence. Le parc automobile est rendu à 7000 voitures et on accélère notre installation. Est-ce que c'est une vraie priorité ou c'est quelque chose qu'on fait un petit peu? Bien, pour nous, c'est une priorité. Nous, on s'assure que ça ne devienne pas un empêchement pour la croissance du parc automobile électrique. Tous les Québécois doivent payer la facture d'Hydro, puis quand ils ne la payent pas, ultimement, ils se font couper. Vous êtes d'accord?
Est-ce que ça, vous allez revoir la façon dont on traite les gens? Est-ce que la façon dont on les coupe? Écoutez, Hydro-Québec, on doit définitivement... L'an passé, on a eu 288 000 ententes de paiement avec nos clients. Alors, c'est énorme. Les clients, avec certains défis... Sans les couper. Sans les couper nécessairement. Il y en a aussi qui ont été coupés. Alors, c'est très, très clair. Avant de couper l'électricité, les gens ont plusieurs avertissements et on s'assure de leur donner tout le temps puis de faire les ententes de paiement. Alors, on essaie d'éviter ça le plus possible. J'ai reçu un email l'autre fois, quelqu'un me disait pourquoi nous, on se fait couper quand on ne paye pas, puis que les Autochtones ne se font pas couper. C'est des citoyens qui sont au Québec, là, les mêmes. Là. Écoutez, on travaille. Les Autochtones, c'est un partenaire extrêmement important pour Hydro-Québec. Je peux vous dire qu'on travaille avec eux. On essaie toujours d'appliquer les mêmes règles. Mais c'est-tu les mêmes règles? Bien, écoutez, les règles, des fois, là, il faut faire attention. Hein. Les peuples autochtones sont un partenaire extrêmement important d'Hydro-Québec. On a des projets. OK, mais je vois que vous êtes très prudent, là, M. Martin, vous patinez, mais un client qui ne paye pas devrait être traité pareil au Québec. Oui. Puis avec les Autochtones, à cause qu'il y a d'autres ententes aussi qui peuvent influencer ça, on doit les approcher et ils doivent, comme tout le monde, aussi payer leur compte. Alors, à la fin, ça nous est déjà arrivé de faire des coupures et on va continuer d'assurer de maximiser les paiements qui viennent vers chez nous. M. Martin, on va se reparler. Merci beaucoup. Merci, M. Roy. Ça me fait plaisir. À bientôt.